vous allez assister à une séance un peu particulière parce que la conf s'appelle « Il y en a marre du software craftsmanship » et je suis un coach craft. Donc pourquoi un coach craft dit « Il y en a marre du software craftsmanship » ? Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a des gens qui se revendiquent du mouvement du software craftsmanship. Allez-y, soyez pas timides, hein. C'est pas parce que je vais vous taper dessus que... Je rigole. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se revendiquent pas du mouvement software craftsmanship ? Pourquoi vous êtes là ? Bon, on va voir qui sera déçu à la fin de la conférence. Alors, pourquoi moi, qui suis coach craft, je anime une conférence qui s'appelle « Il y en a marre du software craftsmanship ». Eh bien, parce que au fur et à mesure du temps, je croise de plus en plus de personnes dans le monde du travail, en fait, qui sont réfractaires au mouvement, et des fois de manière ultra violente. Et des collègues et moi-même, coach aussi, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui puissent être aussi réfractaires au mouvement ? Et pour vous démontrer que c'est pas quelque chose on sort juste de notre chapeau, il y a quelques mois, on pouvait lire sur un réseau social une développeuse qui écrivait ça. Les gens qui parlent du code comme un savoir-faire ou d'un craftsmanship, c'est les pires gatekeepers de la tech. Redescendez de votre montagne, les gars, c'est pas une guilde avec un degré d'intronisation. Ça y va fort quand même. Et moi, pourtant, qui fait partie du mouvement craft, je comprends totalement pourquoi elle peut avoir ce genre de ressenti. Alors déjà, on va analyser un petit peu ce qui est dit là. Vous voyez tout ce que c'est qu'un gatekeeper ? Non ? Alors, gatekeeping, ça vient des médias à la base. Donc, c'est le fait que les journalistes vont disposer de faits et ils vont sélectionner lesquels ils vont rendre publics et lesquels ils vont garder aux yeux du public. Ça, c'est le principe du gatekeeping. Dans le social, ça a un peu évolué. C'est le fait que vous avez une position un petit peu de domination et vous allez tout faire pour la garder en marquant la distance vis-à-vis des autres. Typiquement, pour simplifier, vous dites à un développeur, une développeuse, « Moi, je suis un bon développeur parce que je fais plein de trucs que tu n'as jamais fait. Tous les week-ends, je me tapais 50 bouquins en anglais, je codais comme un malade, je fais du TDD, du BDD, du DDD, tous les trucs en DD, du TCR. Vous ne connaissez pas les termes, c'est pas grave. Et tant mieux d'ailleurs, si tu ne connais pas les termes, c'est pour te montrer que toi, tu n'y es pas. Ça, c'est du gatekeeping. Et il y avait une notion aussi dans ce message de redescendre de sa montagne. Donc peut-être une posture un peu hautaine, une haute opinion de soi-même. Il y avait le côté aussi degré d'intronisation, donc ce sentiment d'élitisme. Et comme je vous le dis, peut-être que c'est des choses que vous ne voyez pas, mais moi je le comprends. Et je vais vous dire pourquoi moi je le comprends. Enfin, pas que moi d'ailleurs, mes collègues aussi en tant que crafter. Généralement, quand on est craft, c'est un peu comme ça qu'on se voit dans la communauté. Donc le craft, c'est quoi pour nous ? C'est une culture. C'est une culture de faire bien son travail. Et comment on fait bien son travail ? C'est basé sur un savoir-faire. Et ce savoir-faire, eh bien, on le maintient avec de l'apprentissage continu. On a aussi une boîte à outils avec plein de bonnes pratiques, dont les katas, les katas, en fait, c'est plus pour l'apprentissage continu, donc qui nous permettent, en fait, de continuer à se tenir à jour et de faire les choses bien. Donc, quand on regarde ça, il y a une opinion de soi-même qui est assez positive. On ne va pas se mentir. Quand on passe de l'autre côté de la barre, alors là on est plutôt sur les personnes qui sont un peu plus réfractaires, voilà comment c'est vu le craft. Alors, pas par tout le monde, mais par une certaine catégorie de personnes. Il y a le fait que le craft c'est imposé aux équipes, que c'est hors sol, donc on ne comprend pas trop quel est le rapport entre on vous explique que quand on vous fait des petits exercices où on vous dit quand tu envoies 3 en paramètres, tu renvoies FIS, et en quoi ça m'aide de faire du code mieux. Un mot valise aussi, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière craft. Il y a plein de gens qui se disent qu'ils sont des développeurs craft ou des développeuses craft, mais on ne voit pas la différence avec le reste. Le fait aussi, le gatekeeping, j'en ai déjà parlé, l'élitisme, j'en ai parlé, il y a même des extrémistes qui vont vous dire « Vous ne savez pas faire bien du code, vous ne pouvez pas bien faire du code si vous ne faites pas ça, ça, ça et ça. » Et ça, c'est des choses qu'on va explorer lors de ce talk. Pourquoi les gens disent ça ?
pourquoi on est vu comme ça à l'intérieur du craft. Donc, la conférence, il y en a marre du software craftsmanship que je vais réduire à craft, parce que craftsmanship, c'est genré. Donc, je vais juste dire craft. Je vais vous la présenter aujourd'hui seul, parce que mon co-speaker a décidé de subir la grève de la SNCF. Donc Yann Dano, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui écrit ce talk avec moi, qui est cofondateur de Shodo Studio, qui est un lab de chez Shodo. Et Shodo, moi je suis coach chez Shodo, c'est une ESN parisienne nantaise et bientôt lyonnaise, spécialisée dans le software craftsmanship et le domaine driven design, et qui va redonner du sens au salariat en ramenant des avantages du freelancing à ses salariés. Et aujourd'hui, mes boss sont très contents parce que je vais faire fermer la boutique avec un talk comme ça. Ils sont mes amis qui taffent dans le craft et que je connais là. Non, je ne vois pas. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de me détester après ce talk? Non? Bon, un petit truc. J'ai un bouquin à faire gagner. C'est Pragmatic Programmer de David Thomas et Andrew Hunt. Si vous voulez gagner ce bouquin, il suffit de tweeter sur la conf avec les 2 hashtags qui sont là-haut, BDXIO et Golest Programming. Et Golest Crafting, excusez-moi. Et à la fin du talk, je sélectionnerai une personne au hasard. Ok. Donc, pour comprendre où on en est aujourd'hui avec le craft, il faut déjà qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le craft, pour bien comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous savez ce qu'est le craft? Et d'où ça vient? D'où vient le craft? Je vous entends pas. Alors ça vient pas de l'artisanat en vrai. Mais il y a une idée d'artisanat. En vrai, ça vient du manifeste agile. Donc l'agilité 2001. 2001, on a des techs qui se disent bon, la manière dont les gens travaillent dans l'industrie, la gestion de projet, elle est plus adaptée aux challenges actuels. C'est trop du tunnel. Dès qu'on a des preuves qu'on va dans le mur, c'est pas grave, on continue parce que le plan elle disait que c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc la question c'est plutôt à quelle vitesse on va dans le mur. Et puis on dénaturait vraiment un peu les rapports humains. Les gens étaient la variable d'ajustement. On était très loin de l'humain. Donc ça, c'est le cycle en V, c'est le waterfall, etc. Donc il y a des gens dans la tech qui sont réunis un week-end et qui se sont dit, ils ont discuté sur qu'est-ce qui fait que les projets fonctionnent et ne fonctionnent pas, et ils en sont arrivés à cette conclusion-là. Donc ils ont énuméré 4 valeurs, et ils en ont fait un manifeste. Donc ils disent qu'ils ont découvert comment mieux développer les logiciels par la pratique en aidant les autres à le faire. En se basant sur leurs expériences, ils ont été amenés à valoriser les individus et les interactions plus que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Vous avez déjà vu ça, non? Bon, agilité 2001. Au bout d'un moment, ce truc-là devient mainstream. Et vous voyez des gens qui font du Scrum, du Kanban, et ça devient tellement mainstream que, bien sûr, il y a des dérives. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se disent « Ah, l'agilité, c'est cool, tout le monde veut en faire maintenant. On va faire un business. On va vendre des certifications. On va faire des certifications même versionnées maintenant. Parce que je t'ai inventé une méthode at scale, et à chaque fois que je te rajoute un petit truc dedans, je change la version de la certification. Et je vais inventer plein de rôles, etc. Et si tu veux appliquer mon truc at scale pour que ça marche dans ta grosse entreprise, tu es obligé de passer par moi, parce que je suis le seul qui sait faire ça, et ça coûte une blinde. Safe, pardon. Voilà. Et il y a même des gens qui ont essayé qui se sont dit « Non, mais l'agilité, ça marche trop bien, on va faire ça chez les RH, on va faire ça chez les garagistes, on va faire ça chez les buralistes. » Voilà. Donc au bout d'un moment... Et c'est limite un troll, mais pas réellement. Et au bout d'un moment, en fait, ça s'est complètement éloigné du code et du logiciel. Ce qui fait que, certains techs et certaines techs ont commencé à se désintéresser de l'agilité. Parce que ça allait trop loin. Et les agilistes avaient tendance aussi à prendre les techs de haut. Moi, je fais la gestion de projet. Toi, tu pisses du code. Donc certains se sont dit, bon, ça va un peu n'importe où maintenant, l'agilité, mais nous, on y croyait aux valeurs de l'agilité. Donc, on va faire quelque chose pour recentrer l'agilité sur la pratique du logiciel.
Et c'est comme ça que le software craftsmanship est né en 2009. Donc c'est Robert Martin, qui est l'initiateur, donc qui est un des signataires du manifeste agile, qui avec d'autres mecs ont réfléchi, et ils ont créé une extension manifeste. Alors, on a le manifeste du software craftsmanship qui dit qu'en tant qu'aspirant artisan du logiciel, nous relevons le niveau du développement professionnel de logiciels par la pratique et en aidant les autres à acquérir le savoir-faire. Grâce à ce travail, nous avons appris à apprécier pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Donc vous voyez, en fait, ils reprennent les valeurs du craft et ils les étendent. Parce que le craft disait des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Et le craft dit, ouais, ok, un logiciel qui marche, c'est bien, mais s'il est mal fait et que tu galères à le faire, tu t'aides pas, en fait. Donc, il y a d'autres extensions, pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout de constantes valeurs, pas seulement les individus et leur interaction, mais aussi une communauté de professionnels, pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi des partenariats productifs. C'est des gens qui ne connaissaient pas ce manifeste. Ouais, ok. Bah, sachez que le craft, ce n'est que ça. Et ce n'est rien d'autre. Et donc, on peut se dire quand même, si on regarde le craft, on peut toujours challenger les valeurs, mais en soi, il n'y a rien de réellement mauvais là-dedans. Il n'y a rien de négatif. On n'est pas en train de dire vous êtes les meilleurs, on n'est pas dans une école de commerce, quoi. On est d'accord? Vous allez écraser le monde, etc. Donc, et puis, sincèrement, qui va dire non, mais c'est ok d'avoir un soft où pour changer la valeur d'un booléen, ça prend 6 mois? On est d'accord que ça, c'est mal conçu. Donc personne n'est contre ça. Donc d'où vient le problème? Bah, c'est toujours pareil. Le problème est humain. Donc quand vous faites du coaching, vous l'apprenez très rapidement. Hein. On vous demande d'amener une pratique, de pairer avec les gens, et au final, c'est que l'humain qui est dysfonctionnel à chaque fois. Et pour vous montrer pourquoi le problème vient de l'humain, j'aimerais savoir si parmi vous, déjà, il y a des coachs agiles. Bon. Désolé pour la suite. Mais vous allez voir, hein, on n'est pas mieux. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise opinion des coachs agiles? Ah oui, il y a quand même pas mal de gens. Mais pourquoi vous avez une mauvaise opinion des coachs agiles? Parce que pourtant, les coachs agiles, c'est des gens qui partagent les valeurs de l'agilité. Ils ne sont pas mauvais en soi. Mais on a une mauvaise image d'eux, parce qu'on les trouve élitistes, hors sol, ils sont loin du code, etc. En fait, on est en train de faire exactement on reproduit exactement ce qu'on reprochait avec les agilistes. Les crafters, c'est les nouveaux agilistes. Je ne parle pas que des coachs, hein, je parle aussi des développeurs et des développeuses qui se disent être craft. On est en train de subir la même chose. On s'est dit, on va corriger la dérive, on va inventer un nouveau manifeste, et au final, on a exactement le même problème. Leçon d'humilité au passage. Donc la faute n'était pas qu'au coach agile, ni à l'agilité. Donc, on va aller dans le détail de ce truc-là. Alors, si mon collègue était là, il vous expliquerait que souvent, quand il va dans des meet-up spécialisés dans le craft, et c'est ce qu'il voyait à Paris généralement, il y a une question qui revient tout le temps. Vous savez laquelle c'est? Non? Non? Comment je fais pour convaincre les autres de faire du craft? Et le craft, en fait, est érigé comme étant la seule voie possible, quelque part. Pourquoi on a besoin de convertir les gens? On est des colonialistes, on est quoi, en fait? On a poussé le concept d'évangéliste un petit peu trop loin. Mais pourquoi, en fait, il y a cette volonté? Parce que, comme le craft dit, nous, dans nos valeurs, on veut faire les choses bien, on a l'impression que c'est le seul truc qui veut faire les choses bien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous voyez? Mais le fait est que les gens, en fait, quand ils découvrent le craft, ils ont vu la lumière, voilà, et ils ont envie de convertir tout le monde. Ça, c'est déjà une posture problématique. Parce que, selon eux, au bout d'un moment, ils vont considérer que si vous ne faites pas de craft, vous êtes nul. Si vous ne faites pas les choses bien. Donc forcément que ça crée des tensions. Et si on analyse un petit peu plus loin, quand les gens ils vous demandent comment je convainc les gens à faire du craft, ce qu'ils vous posent comme question, c'est comment je convainc les gens de faire du pairing? Comment je convainc les gens de faire du TDD? En réalité, ils essentialisent le craft à ces pratiques. Mais ce n'est pas parce que vous allez utiliser les pratiques du craft que vous allez bien faire les choses. Par exemple,
J'ai un exemple tout bête. Est-ce que c'est parce qu'on fait du Scrum qu'on est agile? Bah alors, est-ce que c'est parce qu'on fait du TDD qu'on s'est testé? Bah non, c'est pareil. Et en fait, le truc, c'est que il y a une mauvaise croyance sur ce qu'est une personne craft. On a tendance à croire que le crafter ou la crafteuse, ça se dit pas trop en français parce que c'est un mot anglais, mais bref, la personne craft, c'est quelqu'un qui sait pratiquer les trucs du craft. Donc le TDD, le BDD, le DDD, vous savez pas ce que c'est pour certains, mais c'est pas grave. Je fais du gatekeeping, je suis bien content. Mais je définirai ce que c'est après. Donc, ça veut dire que quelque part, on n'a pas eu ce même niveau de recul qu'avec l'agilité. Hein, on est toujours en train de dire, ouais, c'est les outils qui font qu'on est craft. Alors que comme on parle que de valeurs, on peut observer les valeurs sans utiliser ces outils-là. D'accord? Ce sont des valeurs. Bien vouloir faire son travail, bien concevoir un logiciel, bah, on peut le faire autrement qu'avec du TDD. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses très conceptualisées qui permettent d'avoir mieux que le TDD. D'ailleurs, mieux que, il faut le définir. On verra par la suite que ça ne veut pas dire grand-chose. Et ça crée des dérives. C'est-à-dire que quand vous allez... Généralement, les entreprises se disent « Ok, j'aimerais bien que les gens fassent les choses bien. Je vais faire appel à un coach craft. » Le coach craft, il se débarque, il a une checklist déjà faite, hein. Change pas. Va voir votre code? Non, même pas. Il va vous poser des questions à faire. Vous faites du test-driven development? Non? Du coup, le BDD, Behavior Driven Development, comme c'est basé sur l'acceptance test driven development, ATDD, c'est un truc au-dessus. Faites pas. Hein? Non. Gherkin? Non, ça compte pas. Ok, bon bah BDD, DDD, DDD, le truc qui dit que en fait votre soft il est recentré sur le métier, pareil, vous ne devez pas faire. Bah, vous voyez le jugement quoi. Alors qu'en fait, il n'y a même pas une volonté de savoir ce qui se passe réellement dans le soft, même de savoir quelle est la réelle qualité du soft. Et ça, malheureusement, on voit beaucoup de gens dans le craft se positionner comme ça. Il n'y a pas que les coachs. Hein. Un crafter qui arrive ou une crafteuse qui arrive dans une équipe, hein, avec de nouveaux collègues, ah, vous faites pas ça. Voilà. Donc ça, c'est un problème de posture, encore une fois. Pourquoi c'est un problème de posture? Bah déjà, le manifeste, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que vous avez eu mention de ces outils? Non. Non. Non, il n'y a rien dans le manifeste qui parle de ces outils. Et donc, c'est pas parce qu'on utilise ces outils qu'on va avoir les valeurs du craft. Hein. C'est comme ce que je vous ai dit sur Scrum. L'idée, c'est que comme le craft, ce sont des valeurs, en fait, on a des outils qui nous permettent de s'aligner sur les valeurs si on arrive à bien les utiliser dans le bon contexte. Mais ils ne sont pas exclusifs. Le problème, c'est qu'on a tendance à croire, quand on est craft, que les outils du craft vont nous amener le succès. Parce qu'ils sont tellement puissants dans certains contextes, bah, qu'on les érige comme étant une vérité absolue. Mais le craft, ce n'est pas une science exacte. En fait, si vous cherchez des études, rien que sur le test-driven development, je ne crache pas dessus, j'en fais beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette méthode. Mais si vous regardez objectivement des études, il n'y en a aucune qui est concluante. Quand je dis concluante, ça ne veut pas dire que ça marche ou ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui arrive à déterminer si ça marche, et il n'y en a aucune qui arrive à déterminer si ça ne marche pas. Il y a même des études qui expliquent pourquoi les études n'arrivent pas à démontrer pourquoi ça marche ou ça ne marche pas. C'est pas des blagues. Donc comme quoi, bah, quand on est dans ce genre de flou, c'est très difficile de dire que si tu fais pas de TDD, si tu fais pas de TDD, tu fais pas bien. Vous voyez? Bon, après, il y a des choses indirectes. Il y a Accelerate qui explique que une des corrélations de la performance, c'est d'avoir des designs testables. Et le TDD aide à faire ça. Mais ça reste un lien de corrélation, pas de causalité. Hein, si vous voyez la différence, causalité, c'est que c'est direct. Corrélation, il y a peut-être d'autres paramètres qui font que ça marche dans le contexte. Et en fait, pour moi, un crafter, ça va être la personne, ou une crafteuse, ça va être la personne qui choisit le meilleur outil selon la situation. Mais attention, ce n'est pas forcément des outils prédéfinis. Parce qu'il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas d'outil qui marche dans toutes les situations. Le contexte compte. Ces outils-là, ils ont été inventés dans un contexte précis. Ils vont être adaptables dans d'autres contextes, et dans certains contextes, ils vont être inapplicables. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qui c'est? S'il vous plaît, parlez plus fort, je ne vous entends pas.
Margaret Hamilton, on est dans les années 60. Margaret Hamilton, elle idéait le développement du code du navigateur de la fusée Apollo. Et ce qu'elle tient dans ses mains, là, c'est le code du navigateur. Donc si là Elon Musk débarque et achète la NASA, elle y reste. Si vous ne connaissez pas l'anecdote, il a demandé, quand il a acheté Twitter, il a demandé à tout le monde d'imprimer ses dernières lignes de code. Il a jugé ça à la quantité, tous les autres dégageaient. Bon, voilà. Voilà, elle reste. Mais le truc, c'est que dans les années 60, ça compile en plusieurs jours. Donc imaginez un test-driven development. Tu écris le test, tu le compiles, ça prend plusieurs jours. Puis tu dois t'assurer que ton test, il passe pas. Il passe. OK. Je recommence. Tu n'as toujours pas codé. Donc, en fait, il y a des contextes, même aujourd'hui dans l'embarqué, où en fait, vos taux de compilation sont tellement longs qu'il est difficile, c'est pas complètement impossible, mais il est extrêmement difficile de faire du TDD. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à cette époque-là, ils ont été capables d'envoyer des gens sur la Lune sans le TDD, donc le TDD, c'est pas la réponse à tout. Et bon, peut-être qu'on n'a pas dans votre esprit mieux que le TDD aujourd'hui, on n'en sait rien. Encore une fois, parce que rien ne prouve que déjà c'est mieux qu'autre chose. Mais c'est là pour vous aider. Du moment que ça vous apporte de la valeur à vous, c'est bien. Mais il ne faut pas tenter d'imposer ça aux autres n'importe comment, en fait. Et en fait, quand vous voyez des gens qui ont une pratique déjà en place, au lieu d'essayer de les convertir aux outils du craft, il faut regarder ce que cette pratique apporte. Vous allez ensuite regarder quelles sont les limites de cette pratique. Et vous allez, normalement, si vous avez la bonne posture, aider à faire évoluer leur pratique dans leur contexte. Parce que l'humain compte, en fait. Vous ne pouvez pas vous dire, tout le monde n'a pas la même compréhension des choses, n'a pas le même vécu, n'a pas le même niveau d'expertise. Vous ne pouvez pas considérer que tout le monde a la même charge mentale et a la même capacité, en fait, d'apprendre des choses, ou d'avoir été dans des missions où ils ont eu le privilège d'essayer des choses, parce qu'il y a certaines boîtes où on vous impose tout un tas de trucs. Donc le but, c'est d'abord aider les gens dans leur contexte. Et si là, ça ne fonctionne pas, vous pouvez leur proposer, et je dis proposer et pas imposer, des méthodes que vous connaissez, qui sortent de la boîte à outils du craft. Alors ce qui est intéressant avec ces outils du craft, là j'en ai cité quelques-uns, c'est est-ce que vous savez d'où ils viennent? Ils viennent pas du manifeste, ils viennent d'où? Comment? Alors, oui. Certains, pas tous. Mais Extreme Programming, ça vient pas du craft. Je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient de cet avion en paille. Le culte du cargo, est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors pour vous expliquer ce qu'est le culte du cargo, il faut revenir dans les années 40. Pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, les Américains débarquent sur des îles où il y a des autochtones et mettent là des bases aériennes pour aller taper le Japon. Puis au passage, ils sont sympas avec les autochtones, ils leur filent des vivres. Et au bout d'un moment, la guerre finit, ils s'en vont. Mais les autochtones, ils sont habitués. Du coup, ils espèrent que les Américains ils vont revenir pour leur donner des vivres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en bout de piste, enfin, ils se mettent pas en bout de piste, ils se mettent dans un champ, ils commencent à faire ça. En espérant que les avions ils vont redescendre. Ça marche pas, alors du coup, ils ont construit des Tokiwoki pas en carton, mais en bois, parler dedans. Ça marche pas. Ils se sont dit, c'est parce que ça ressemble pas assez à une piste d'atterrissage. Ils ont construit ça. Et ça allait très loin, parce qu'ils se sont dit, au bout d'un moment, ils viennent pas parce qu'on a déjà de la bouffe. Donc ils ont tout jeté à la flotte. Et c'est une histoire vraie. Donc le cargo culte, ça vient de ça. C'est le fait de se dire, je vais répéter exactement ce que faisaient les autres, en espérant avoir le même succès. Sauf que c'est pas parce que vous allez acheter la plume de Victor Hugo, son papier, son bureau, que vous allez écrire Les Misérables, et que vous allez avoir le même succès. C'est ça le cargo culte. Donc en fait, le problème du cargo culte, c'est de voir des boîtes très connues dans le milieu, ou des gens très connus dans le milieu, qui vous disent « J'ai fait ça, c'est trop bien, ça marche trop », et tout le monde fait « Ouais, vas-y, je fais pareil ». Et je vais avoir le même succès, et qui est les OKR avec Google. Pardon. Qui vient d'Intel au final. Ça existe depuis les années 70, mais bon, jusqu'à ce que Google les utilise, tout le monde s'en fichait. Bon bref, exemple de cargo culte. Ça ne veut pas dire que les OKR c'est nul, c'est juste que les gens l'utilisent sans trop savoir pourquoi. C'est adapté à leur contexte. Alors, comment on a cargo-culté les outils du craft? Là, vous avez les signataires du manifeste agile, c'est dans le manifeste.
Eh bien, les crafters et les crafteuses de l'époque, quand ils se sont dit, il nous faut quand même quelque chose, il faut qu'on aille chercher de la technicité. Où est-ce qu'on va trouver cette technique? Attends, il y avait des gens trop bien. La figure d'autorité, Robert Martin. D'ailleurs, c'est celui qui a écrit le manifeste Software Craftsmanship, entre autres. Il a sorti un bouquin en 2002 qui s'appelle Agile Software Development, et dedans, il y avait Solid. On va faire du Solid. Tout à l'heure, on m'a parlé d'extreme programming. Ken Beck, ça vient de Ken Beck. Il a écrit, Test Driven Development, ça vient d'extreme programming, d'un bouquin de Ken Beck de 99. On est juste allé chercher chez les signataires, parce qu'ils étaient considérés comme les top guns de l'époque. On a regardé les plus techniques, on a pris leurs outils, dont notamment celui-là, aussi, le dernier, là, que je fais gagner aujourd'hui, Andrew Hunt et Dave Thomas, avec Pragmatic Programmer, qui sont les premiers à avoir parlé de kata. Donc les katas, ces petits ateliers qui vous permettent d'apprendre des pratiques. Voilà d'où viennent les outils du craft. Voilà. On les a cargo-cultés. Donc en fait, rien ne disait qu'il fallait absolument utiliser ces trucs-là. On peut utiliser d'autres trucs. Maintenant, il y a des gens qui se prennent la tête, functional programming solide. C'est quoi le rapport avec le craft, en fait? Vous voyez? Ça crée des guerres, mais complètement inutiles. Et c'est pour ça qu'il faut toujours analyser l'espace du problème avant de pousser pour une solution. Il faut analyser le contexte et se prémunir de la hype et de l'argument d'autorité. Ça, c'est un argument d'autorité. Et de même manière, il faut faire attention au biais du survivant. En fait, quand vous allez appliquer une pratique dans une expérience, ça va marcher, vous allez être trop content. Notamment le TDD, ça vous a sauvé. Maintenant, tout est mieux pour vous, vous êtes content, toutes vos difficultés ont disparu. Vous changez d'expérience. Les gens ne font pas de TDD. Ça pique. Ça pique. Les gens, ils arrivent à coder, ils ne font pas de TDD. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah putain, moi ça m'a sauvé. Je vais aller les sauver aussi. Ils ne sont pas conscients qu'il faut aller les sauver. Posture évangéliste, tout ça. Et en fait, il faut comprendre que ce qui vous a sauvé ne va pas forcément sauver les autres. Parce qu'on n'est pas exactement dans le même contexte. Et le fait est que quand vous allez avoir un succès, vous allez préférer les paramètres dans votre contexte qui corroborent le succès, plutôt que les autres qui vont dire « ouais, en fait, ça n'a pas si bien marché ». Ça, c'est le biais du survivant. Et il est très difficile, en fait, de savoir pourquoi une pratique a fonctionné. Notamment, moi, j'ai mis en place du DD dans une équipe à une époque, Domain Driven Design. Là, ça a très bien marché. On a l'impression qu'on a les mêmes profils dans une autre équipe, ça marche mal. En fait, comme il y a beaucoup d'humains là-dedans, de savoir pourquoi dans certains cas ça marche et dans d'autres ça ne marche pas, complexe, vraiment très complexe. En fait, il y a quelques réponses là-dedans, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est pas facile d'avoir tous les paramètres. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas aider les autres de leur ramener le TDD. Mais il faut regarder s'ils sont dans un contexte où ils ont les problématiques que résout le TDD. Sinon, vous ne faites que pusher, en fait. Et vous le faites un petit peu par ego, parce que vous, ça vous a sauvé, donc ça vous rassure que les autres, ils en font du TDD. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pushy avec les pratiques. Et surtout, par exemple, Domain Driven Design. Donc c'est un truc qui a été inventé en 2003 par Ike Evans, qui veut remettre au centre du développement logiciel l'intérêt business. Là-dedans, il y a un Blue Book qui est comme ça, qui est indigeste à lire. Il y a un Red Book qui est comme ça, un Green Book qui est comme ça. Il y a 10 milliards de trucs là-dedans. Et quand les gens ont appliqué le DDD, et qu'ils veulent réappliquer autre part, ils vous sortent « Ah là là, ça va t'aider le DDD ». Mais pour faire le DDD, il faut que tu fasses un atelier d'event storming qui te prend une semaine, il faut que tu fasses un context map qui te prend 3 jours, puis après, il faut que tu comprennes la différence entre un agrégat, une entité, un value object, puis après, on va faire du CQRS de l'event sourcing. Donc en fait, on met une marge tellement haute que les gens sont découragés. Et ça, c'est aussi problématique quand vous êtes crafter ou crafteuse, c'est d'amener les pratiques avec leur entièreté et dire si vous ne faites pas en entier, ça ne sert à rien. Et c'est pas vrai. Là, s'il y avait mon collègue Yann, il vous expliquerait que dans une de ses expériences, il était dans une boîte où les gens codaient des caisses enregistreuses. Et ils avaient des galères avec les prix. Parce que ils codaient ça en entier, et de temps en temps, il y avait des centimes dedans, et de temps en temps, il n'y en avait pas. Donc des fois, il y avait des fois 100, des fois, il y avait des divisés par 100, et des fois, ça se mélangeait. C'était un bazar pas possible.
Et donc il s'est dit, je vais leur amener le concept de value object, qui permet de représenter ce qui est un prix, avec une classe, avec certaines règles, et ce qui fait qu'on aura toutes les informations dont on a besoin. Est-ce que c'est le prix en centimes, est-ce que c'est le prix sans centimes, etc. Au lieu de faire de la primitive obsession, c'est-à-dire d'utiliser un entier. Mais il n'est pas arrivé en disant « Ouais, le DDD, ça va vous sauver, il y a ça. » Ce qui fait que ça submergerait les gens. Par contre, les gens, ils étaient contents, parce que ça leur a corrigé leurs problèmes. Il n'a même pas dit que ça venait du DDD, d'ailleurs. Hein. Il leur a dit « Tiens, ça peut t'aider. » Et puis après, les gens se sont devenus curieux. Ils se sont dit « Ah, mais ça, c'est cool, ça m'a aidé. T'aurais pas d'autres trucs comme ça ?» Et il y en a qui sont même allés chercher le concept, ils ont lu des choses, ils ont vu que ça venait du DDD, et ils s'intéressaient au reste du DDD. C'est comme ça, en fait, que vous allez avoir de l'attraction. Et là, vous aidez vraiment les gens. Vous voyez ? Si vous vous alignez à leurs problèmes, au lieu de leur pousser des solutions. Il ne faut surtout pas faire une religion des outils. Donc, les pratiques, les outils ne font pas le craft, ni le logiciel bien conçu. Ça, il faut bien le comprendre. Ce sont les comportements de chacun qui doivent observer les valeurs du craft. Et le contexte et les gens comptent. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc revenons à cette histoire de gens qui croient que le craft est la seule voie. Pourquoi certains croient ça ? Eh bien parce qu'il y a une idée commune que quand on fait du craft, on est les meilleurs. Il y en a qui considèrent ça. Il y en a qui vendent ça. Mais d'où vient cette sensation ? Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Pas forcément, on l'a dit. Hein. Le TDD, c'est pas forcément vrai que, d'une personne l'appliquant à une autre, ça ne vous garantit rien. En fait, il y a un cynisme chez certains qui est de vouloir se valoriser vis-à-vis des autres et dire des trucs du genre moi je pratique le vrai TDD et je suis le seul à savoir le faire, et il y a mes formations que tu peux acheter. Et il y en a d'autres qui ont compris que, en fait, comme on dit qu'on construit les choses bien, c'est valorisant de dire ça. Donc je vais dire que je suis craft sur mon CV pour attirer et pour justifier un écart de salaire. Alors que ce n'est pas forcément des gens qui ont vraiment compris ce qu'était le craft. Mais à force de valoriser ça comme étant le truc à faire, il y a les boîtes derrière qui se disent « Oh purée, on va passer pour des nazes ». Parce que là, les gens sont en train de dire que c'est bankable le craft, etc. Si nous, on n'en fait pas, on est à la traîne. Et en plus, a priori, les plus gros salaires, donc c'est forcément les meilleurs, un petit biais RH d'ailleurs, ils font tous du craft. Donc nous, on va faire du craft. Vous voyez ? Mais les boîtes, en fait, ne savent pas réellement ce que c'est le craft non plus. Et à force de chercher à se valoriser les uns des autres, on est en train de créer tout un tas de problèmes. Parce qu'on pousse à la fois les boîtes, par pression sociale d'apparence, à adopter des valeurs qu'ils n'ont pas. Enfin, même pas, ils les adoptent pas, ils déclarent juste qu'ils les ont. Et ça crée un cercle vicieux. Parce que ça entretient si tu fais pas de craft, t'es nul. Ce qui n'est pas vrai. Et à force de rendre les choses bankable, on dénature totalement les pratiques de leurs essences. C'est-à-dire que, par exemple, mon collègue Yann vous dirait qu'il voit souvent en entretien des gens dire « moi, je pratique le TDD ». Ok, cool. Est-ce qu'on peut faire un exercice juste pour qu'on voit comment tu fais ? Donc la personne commence à coder. Code. Il n'y a toujours pas de test. Donc Yann lui dit « Tu m'as dit que tu allais le faire en TDD ». « Ah oui, mais moi, je fais les tests après ». Mais on ne peut pas lui en vouloir en vrai. Ça paraît ridicule, mais on ne peut pas lui en vouloir. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont compris que, en fait, il y a ce phénomène de keyword. Vous voyez ? Ils vont à peine regarder, et puis même, ils vont être dans des boîtes où on va dire « on fait du TDD ». Ok, c'est ce que je fais d'habitude, tu appelles ça TDD, moi j'appelle ça TDD. Vous voyez ? C'est pas forcément la malhonnêteté des personnes. Bien sûr que de faire les tests après, c'est pas la définition du TDD. Mais ça amène aussi, pour vous donner un autre exemple vis-à-vis des entreprises, Behavioral Driven Development. Elle est magique celle-là. Donc on accompagne une boîte qui nous dit on a un objectif, ok. L'objectif, c'est de faire du BDD. Et là on fait, c'est bizarre, c'est pas un objectif business, c'est un moyen le BDD. C'est bizarre votre truc. Mais pourquoi vous considérez que c'est un objectif business ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on demande à un développeur de coder un truc, c'est jamais ce qu'il faut faire fonctionnellement. À chaque fois qu'il livre un truc en prod, on est obligé de reprendre derrière. Et c'est une arlésienne, on n'arrête pas. Vous
Ok. Donc le Behavior Driven Development, qui est fait pour faire émerger les comportements attendus du logiciel, effectivement, ça aide à faire ça. Mais le fait que ce soit considéré comme étant un objectif d'entreprise, c'est bizarre. Parce que quand on vous dit objectif, derrière il y a les key results, et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment on mesure l'atteinte de l'objectif. Magique. On va mesurer, ils nous ont dit, le nombre de fois qu'un développeur sur une user story parle à son PO. Et ça ne doit pas dépasser 2. C'est une histoire vraie. Vous imaginez le PO? Il y a le développeur qui arrive. Chut. T'as eu le droit à... T'as fait le 50-50, t'as demandé l'avis du public, c'est terminé. Maintenant, tu livres et t'as intérêt que ça marche. C'est ridicule. Surtout que le Behavior Driven Development, ça a été fait pour quoi? Ça a été fait pour maximiser le nombre d'échanges entre le PO, enfin entre les représentants du métier et le développeur. Donc les gens, en fait, comme ils utilisent ça en mode, on nous a dit que le BDD c'était trop bien, mais qu'ils savent pas ce que c'est, bah ils se disent, bah c'est ça qui va nous permettre d'avoir le succès. Mais c'est nous qui entretenons ce problème. Hein. Faut arrêter d'être dans la posture, ouais, c'est les entreprises qui comprennent rien. On entretient le problème. Ça, c'est une conséquence du renforcement de la loi d'essentialisation, qui dit qu'à chaque fois que vous avez une culture qui est cargo-cultée ou hype, les gens vont la réduire à quelque chose qui est palpable et qui est montrable à quelqu'un d'autre. Et ça, une fois, et ça arrive avec le BDD, mais je l'ai entendu dans ma mission courante, il y a le PO qui demande à son développeur, montre-moi les TDD. Alors moi, je me suis levé de ma chaise, j'ai fait, oh là, j'ai envie de voir ce qu'il va montrer là. Et je me suis dit, mais il va faire quoi? Il va faire une démonstration? Non, il a juste montré son rapport de test vert. En fait, pour le PO, les TDD, c'était les tests. C'est comme si j'allais voir un agiliste et je lui dis, montre-moi ton agile. Et le mec me montre Jira. C'est pareil. Ça, c'est un effet de l'essentialisation. Hein, et qui est lié au dénaturement justement des pratiques, qui pour moi et Yann, en fait, vient du fait qu'on rend les trucs bankable pour rien. Et à force de prôner qu'on est l'élite et les meilleurs, il y a des gens qui finissent par y croire. Donc, les coachs agiles, mais c'est pareil pour les coachs craft, se croient meilleurs que les personnes qu'ils encadrent. Et même les crafters se croient meilleurs que les non-crafters. Mais en fait, dans le craft, on a dit qu'il faut aider les autres à apprendre le craft. Donc imaginez, là, c'est Usain Bolt. Hein. Derrière, c'est son coach. C'est lequel qui court le plus vite? Non, c'est pas parce que vous coachez quelqu'un que vous êtes meilleur que lui. Vous voyez hein? Après, c'est sûr qu'Usain Bolt, il serait peut-être pas qui il est sans son coach. Hein, c'est une relation de symbiose. Donc il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas ériger les coachs comme étant des héros, parce que si c'était un escargot, un vrai escargot, il ne pourrait rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de croire que parce qu'on est là en posture d'aidant, ou même de mentor, qu'on est meilleur que la personne qu'on mentore. Ah, j'adore ça. Un jour, et c'est une histoire vraie encore, manager qui m'appelle pour un accompagnement, il me dit « J'aimerais que mes devs apprennent le craft. » Ok, pourquoi? Il m'explique qu'il est dans un contexte où là, il aimerait améliorer la qualité, tout ça, et qu'il pense que le craft, c'est un des moyens. Ok. Et il me dit un truc très bizarre, qui est une des raisons pour laquelle je crée ce talk avec Yann. Il me dit surtout, tu leur apprends le craft, mais tu dis pas que c'est du craft. Mais pourquoi? Sinon, ils vont te taper. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont eu affaire à des coachs qui étaient dans une tour d'ivoire, là. Ils ont débarqué, ils n'ont pas regardé ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit des workshops de leur côté, des ateliers, des formations. Ils leur ont donné. Mais ok, ils comprennent la théorie, mais une fois qu'ils sont devant leur code, je ne sais pas comment ça marche. Et ils sont écœurés parce qu'ils ont une pression en plus pour qu'ils appliquent les trucs, mais ils n'y arrivent pas. Et en plus, bien sûr, hein, vous savez ce que c'est que la learning curve en entreprise versus le delivery. Hein, quand vous avez la pression pour pisser de la feature, changer de pratique, c'est compliqué. Donc, en fait, il faut faire vraiment attention à ne pas être dans une tour d'ivoire. Hein, et ce modèle prédicateur des coachs ou des crafters, c'est dangereux. Parce que tout le monde n'a pas la charge mentale en entreprise de pouvoir faire ça. Et c'est pas leur choix. Hein. Des fois, c'est le management qui leur impose le fait que, non, tu continues à pisser de la feature. Donc, il faut arrêter d'avoir un truc genre le TDD va vous sauver. C'est pas vrai. Parce que c'est humain derrière.
Il y a une organisation derrière, avec laquelle il faut jouer. Et le but, c'est de construire des partenariats productifs avec les gens. Pas genre leur donner juste des directives. Alors, il y a ce côté rising the bar en anglais, élever le niveau dans le craft. Et le problème, c'est que les crafters ont l'impression qu'ils sont déjà au top. Mais ce n'est pas ce que dit en fait le manifeste. Le manifeste vous dit en tant qu'aspirant artisan du logiciel. Artisan logiciel, c'est la traduction française de software craftsmanship. Craftsman, pardon. Et il y a une idée là-dedans, quand on est aspirant A, c'est que c'est jamais atteignable. Donc il faut arrêter de croire qu'on est les meilleurs. On est dans une posture, on essaye de s'améliorer au quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Et le but, c'est pas de convertir les gens au craft. C'est pas ce que dit le manifeste. C'est aider tout le monde à s'améliorer, même s'ils ne sont pas dans le craft. C'est ce que veut dire le manifeste. Donc il faut faire attention à des défauts de posture vis-à-vis de ça. Et surtout ne jamais infliger de l'aide, c'est très important. Ah. Il y a trop le culte du héros dans le métier. C'est le développeur qui a sauvé tout le monde, parce que c'est lui qui pisse le code. Vous voyez? Vous savez qui c'est? C'est l'alter ego de Superman dans The Boys et qui est un vrai pourri. Donc, en fait, faut arrêter d'ériger les gens à ce niveau. Il n'y a pas de rockstar dans la tech. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de super-héros. Tout le monde se trompe. L'argument d'autorité, on a déjà vu, ça amène des dérives, hein, comme le cargo culte. Donc il faut arrêter d'ériger les gens à ce niveau-là. Personne n'est une rockstar. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment pas considéré le fait que, en fait, c'est pas les développeurs qui créent le logiciel. C'est pas un individu. C'est une organisation. Vous avez besoin de PO, vous avez besoin d'Ops. Hein, vous avez besoin de gens qui analysent le métier. Hein. Les développeurs, tout ça. Alors certaines boîtes, il n'y a que des développeurs, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais ce ne sont pas les devs tout seuls qui écrivent le code. C'est une organisation. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien la qualité de code, il y a une étude, 2008, sur Windows Vista, grand succès, où des chercheurs ont regardé ce qui a eu le plus d'impact sur la qualité de Windows Vista. Ils ont regardé code coverage et tout, enfin voilà, les pourcentages que vous connaissez. Mais ils se sont rendus compte que la qualité de l'organisation avait plus d'impact sur la qualité du soft que les pratiques. J'en parle dans un autre talk sur la loi de Conway, si ça vous intéresse. Donc l'organisation, ça compte. Et puis, cette volonté de prendre tous les meilleurs pour les mettre ensemble. Je vais citer Booba, que des numéros 10 dans ma team, faites une équipe de foot qu'avec des milieux. Vous n'avez pas gagné la Coupe du Monde, pour ceux qui connaissent. Hein. Et puis, généralement, quand c'est les meilleurs et qui se sentent étant les meilleurs, ils ont un ego démesuré. Donc vous les mettez tous dans la même équipe, c'est ça qui se passe. En fait, en même temps, dire être le meilleur, c'est complètement subjectif. Vous prenez quelqu'un qui est excellent en clean architecture, vous le mettez du jour au lendemain sur de l'embarqué temps réel, à créer des abstractions partout, il ne va pas être temps réel longtemps. Hein. Non, mais ce qui veut dire par là que, en fait, meilleur, ça n'existe pas. C'est meilleur dans un contexte en particulier, vous n'êtes pas le meilleur partout, quel que soit le contexte. Donc il faut arrêter de vouloir créer des équipes de super-héros. C'est subjectif, le meilleur. Ah, ça, j'adore. Parce que beaucoup de crafters et crafteuses considèrent que le logiciel bien conçu, c'est le code. Ok. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que souvent, je vois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais faire du TDD. » Ok. Mais attends, d'abord, combien de fois tu livres par an en prod? Une fois. Ouais, mais en fait, si tu fais du TDD, comment tu as du feedback sur ce qui marche réellement? Ouais, mais machin. Non, mais en fait, le problème, c'est que ta boucle de feedback, c'est pas la bonne. Le TDD, c'est cool, mais ça va être très limité si tu livres jamais en production. Il faut d'abord aller plus vite en prod. Et après, on fait du TDD. Le TDD, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre par là? Vous voyez? Le TDD, pardon, le craft, ce n'est pas du code. Le logiciel bien conçu, c'est tout le logiciel. C'est pour ça qu'en tant que crafter et crafteuse, il faut s'intéresser au métier, à la prod, au DevOps, enfin, aller vers le DevOps, Continuous Delivery. Je vous invite tous à lire Accelerate si vous ne l'avez pas lu. Ouais, je sais, il est là. Il a donné un atelier tout à l'heure. Mais voilà, en fait, il faut faire attention parce que généralement, notre boîte à outils du craft, elle est limitée au code. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que le soft, ce n'est pas que du code. Donc ça, je l'ai déjà dit, aider tout le monde et pas que le code. Ça, j'adore.
Je vais finir là-dessus. C'est l'histoire d'un gars, je ne vais pas faire Coluche, mais parce que je viens de me rendre compte, j'ai même pas fait exprès. En fait, et c'est une histoire vraie, encore une fois, qui débarque dans une équipe et qui se rend compte que il n'a pas accès au PO. Parce que ça ne marche pas comme ça dans cette équipe-là. Il n'y a pas accès aux gens du métier. Il ne fait pas de DDD, il ne fait pas de BD, et il s'est dit, à partir de maintenant, si on ne bosse pas comme ça, j'arrête tout. Il s'est mis tout le monde à dos. Et ça, c'est le côté un peu extrémiste, en fait. Il faut faire attention parce que c'est pas très utile. Il y a des choses où les gens n'ont pas la main dessus. Si c'est organisationnel, vous pouvez crier « moi je veux les gens je veux parler aux users ». Bah ouais, mais c'est une lutte managériale pour le faire, où on n'a pas accès aux users. Donc, il ne faut pas rester sur ce genre de posture. Et généralement, les gens ont cette posture-là à cause de problèmes d'orgueil. Parce qu'à force de croire qu'on est les meilleurs, à force de croire que c'est les meilleures méthodes, on est sur des postures de veto comme ça. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça ne fait avancer personne. Et les gens font trop de corrélations fortes entre les pratiques et les valeurs et soi-même. Ce qui fait que quand on va aller critiquer le TDD, le BDD ou autre chose, ils se sentent attaqués eux-mêmes. Mais vous n'êtes pas vos pratiques. C'est comme Egoless Programming, si vous connaissez. Il faut laisser la place à la critique. C'est comme ça qu'on a créé le craft. C'est en critiquant l'agilité. Donc la critique constructive et le doute sont là pour améliorer les choses. Donc il ne faut pas être dogmatique et dire il ne faut pas douter. Tester, se douter, c'est bien. Douter, ça fait avancer les choses. Donc ça, c'est important. Vous n'êtes pas vos pratiques. Donc laissez la place à autre chose et permettez aux gens de critiquer. Parce que de toute façon, même s'ils critiquent et qu'ils n'ont pas compris, ils font de mauvaises critiques parce qu'ils n'ont pas compris, vous allez leur apprendre potentiellement quelque chose dont ils n'en avaient même pas conscience. Donc, pour résumer, le craft est une culture dont l'humain est au centre et où le contexte, le business, le design, l'organisation et la production comptent. C'est pas que du code. Et comme les relations humaines sont au centre, il faut savoir mettre son ego de côté. Et c'est pour ça qu'avec Yann et d'autres, on a décidé de s'inspirer d'Egoless Programming. En rédigeant Egoless Crafting, c'est pas un manifeste, pas du tout. C'est juste une aide, une grille de lecture pour se rendre compte si on n'est pas des fois dans des démarches d'égo, quand on fait du craft. Donc c'est comment pratiquer le craft avec ce qu'on dit en anglais Ego Resiliency. Et je vous invite du coup à jeter un œil à ça et nous faire des retours, mais en gros c'est ce qu'on vient de dire pendant cette conférence, en grosse maille. C'est tout pour moi, je vous remercie.